Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. La première séance d'essai libre vient de se terminer. Incroyable, le doublé Mercedes. Non, vous ne rêvez pas. Alors, faut aussi préciser que Verstappen a abandonné au bout d'un quart d'heure, puisqu'il a eu un problème de boîte de vitesse, apparemment. Donc il n'a pas pu faire cette séance, il a juste fait le premier quart d'heure. Et évidemment, son temps est minable, vu que c'était le début. Donc, bon, il va réparer pour la deuxième séance à 16h, évidemment. Sainz P3, donc. Norris devant Ricciardo, les McLaren très bien aussi. Leclerc 6, pas top. Perez assez loin. Les deux Alpines, 8 et 9. Alonso Ocon. Albon 10ème devant Mick Schumacher, Stroll, Magnussen, Gasly, Vettel, Zhou, Tsunoda, Bottas, Verstappen et Latifi, toujours bon dernier. Ça change pas. Donc voilà, séance numéro 2 à retrouver à 16h sur le Twitch à Type F1. Et Tip Stories sur YouTube. On change exceptionnellement pour les 2 prochaines courses au moins. Et on verra pour la suite. Allez, je vous laisse. Qu'avez-vous pensé de ces EL1 ? Ciao. La séance numéro 2 vient de se terminer. On a les deux Ferrari en tête, très serré, 4 millième. Hamilton 3ème à 72 millième. Décidément, les Mercedes sont encore en haut de la feuille des temps, incroyable. Est-ce qu'elle marcherait bien, cette voiture, à Zandvoort ? Norris P4 devant Russell, Stroll P6 devant Alonso. Verstappen donc P8. Il n'a pas eu de problème sur cette séance. Mais bon, on les sent un peu en retrait. Alors, est-ce qu'ils ont beaucoup d'essence par rapport à la concurrence ? Il y a peut-être ça aussi. 9ème Ocon, Ricciardo 10ème. Problème technique pour l'Australien. Tsunoda qui s'est planté dans le gravier lamentablement, qui a créé un drapeau rouge. Merci Yuki. Perez P12. Schumacher P13 devant Vettel, Zhou, Gasly. Les AlphaTauri, ça va être encore de la merde. C'est sur ce week-end, j'ai l'impression. Ça a l'air compliqué. Albon. Williams, ça a l'air compliqué aussi. Il n'y a pas trop de ligne droite pour profiter de la grosse VMAX. Dommage pour eux. Bottas 18. Magnussen 19 et Latifi, bon dernier. Mais Latifi, il est à 1 seconde d'Albon. Non mais sérieux quoi. Faut qu'il dégage lui vraiment. Allez, Jos Capito là, prends la bonne décision mec. Ah là là. Bon allez, on se retrouve jusqu'à 21h, ouais, je ferai le débrief je pense pour 21h sur la chaîne. Et il y aura quelques news avant ça, évidemment, sinon le prochain rendez-vous live... Ce sera à midi, un peu avant midi, donc sur Twitch et sur YouTube Tip Stories demain. Allez, pour les EL3, ciao. Ça y est, on a la réponse, enfin. C'est pas trop tôt. Piastri va rejoindre McLaren pour 2023. Le contrat de l'Australien a été validé. Dis donc, c'était long. C'est une nouvelle pièce de l'échiquier 2023 de la F1 qui se met en place. Une saga qui prend fin. Piastri pilotera pour McLaren aux côtés de Norris en 2023. L'Australien remplacera son compatriote Daniel Ricciardo. Après l'annonce du départ d'Alonso, Alpine avait officiellement recruté Piastri pour épauler Ocon. Depuis, la bataille était devenue légale et le CRB, Bureau de reconnaissance des contrats, qui était chargé de trancher sur la viabilité du contrat de Piastri, ça a donc été le cas puisque McLaren officialisait celui qui deviendra le plus jeune pilote du plateau, avec un contrat de plusieurs années. Libéré par Alpine, il va ainsi former avec Norris le plus jeune du haut de plateau 2023 et espère rester longtemps dans l'équipe de Woking. Ça ferme évidemment la porte pour plusieurs saisons à Herta, Pato Ward ou Palou, qui espéraient profiter de leur contrat avec McLaren Racing pour franchir le pas depuis l'IndyCar. Déclaration de Piastri. Je suis extrêmement excité de faire mes débuts en F1 avec une équipe aussi prestigieuse que McLaren. Je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'a été offerte. L'équipe a une longue tradition quant au fait de donner une chance aux jeunes talents. Je suis impatient de travailler dur aux côtés de Lando pour pousser l'équipe vers l'avant de la grille. Je me concentre sur la préparation de mes débuts en F1 2023 et sur le début de ma carrière en F1 en Orange Papaya. C'est fait, voilà, ça y est. Incroyable. Ça a été long pour délibérer, mais ça y est, c'est officiel. Il pilotera bien pour McLaren en 2023, aux côtés de Norris. Alors, qui maintenant pour remplacer lui chez Alpine, qui devait être le remplaçant déjà d'Alonso ? Peut-être Gasly, peut-être Mick Schumacher, peut-être Ricciardo. Le mystère demeure. Je vous laisse commenter, ciao. Alors, pour revenir donc à ce fameux contrat de Piastri avec McLaren, validé par le CRB, qui date du 4 juillet en plus. 4 juillet, il avait déjà signé en fait. Le tribunal nommé par le Conseil de reconnaissance des contrats s'est réuni le 29 août 2022 et a entendu les avocats d'Alpine Racing Limited et McLaren Racing Limited et de monsieur Oscar Piastri. Le tribunal a rendu une décision unanime selon laquelle le seul contrat à être connu
par la commission et le contrat entre McLaren Racing et Piastri en date du 4 juillet 2022. Monsieur Piastri a le droit de piloter pour McLaren pour les saisons 2023 et 2024. La date de signature du contrat de quoi étonner, puisque Piastri était considéré comme un candidat potentiel chez Alpine jusqu'à l'annonce de départ d'Alonso, début août. Le 13 juillet, Ricciardo avait fait taire les rumeurs de son départ, et on apprend donc que c'est 9 jours après la signature de Piastri. L'ancien pilote Red Bull avait certainement senti le vent tourner. Quant à Alpine, l'équipe n'a certainement pas été mise au courant du contrat entre Piastri, qui était libre de renégocier son contrat de ce côté, et McLaren, jusqu'à demander à son management de remplacer Alonso début août. S'en était suivi donc une réponse de Piastri qui avait dit ne pas vouloir piloter pour Alpine. Donc il y a eu la réponse d'Alpine également. Bon, la réponse est très rapide, je la mets dans cette vidéo aussi. Alpine remercie le CRB de s'être réuni ce lundi, et nous reconnaissons la décision qui a été prise. Nous considérons que l'affaire est close de notre côté, et nous annonçons notre duo de pilote 2023 en temps voulu. Notre objectif immédiat est le Grand Prix des Pays-Bas, et de marquer des points dans le cadre de la lutte pour la 4e place du championnat constructeur. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Piastri, écoutez, il avait signé son contrat dès le 4 juillet 2022 en fait. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Ricciardo a-t-il menti sur Instagram concernant son avenir? Lors d'une conversation sur Sky Sport, le présentateur a demandé à Andreas Seidl, le patron de l'équipe, Daniel, savait-il qu'il avait signé le contrat le 4 juillet, Piastri? Ce à quoi Seidl a répondu oui, évidemment. Je ne vais pas entrer dans les détails de la conversation que j'ai eue avec Daniel, mais tout au long du mois dernier, nous avons toujours eu un dialogue ouvert et transparent avec Daniel sur notre position à tous les deux. Il semble donc que Ricciardo savait que son avenir n'était pas chez McLaren lorsqu'il a posté le message suivant sur Instagram. Ricciardo a dit « Je suis engagé avec McLaren jusqu'à la fin de l'année prochaine, je ne m'éloigne pas du sport », bien que la porte soit peut-être ouverte pour un déménagement en IndyCar. Après le départ choc de Alonso, bon bref. Le CRB n'a jamais été une affaire, et tu devrais demander à l'autre partie pourquoi elle pensait avoir une affaire. Par conséquent, ce n'est pas une surprise pour nous, et maintenant il est important de se concentrer sur l'avenir et les 8 dernières courses de la saison avec Daniel et Lando, a déclaré Seidl à Sky Sport. Donc en fait, à quoi a joué Ricciardo? On peut se poser la question. Seidl dit que Ricciardo était au courant que Piastri avait signé le 4 juillet. Et lui, 9 jours plus tard, il fait son post là. Mais à quoi il joue en fait? Tu savais très bien que t'allais te faire virer. Pourquoi tu postes ça, Daniel? Là, je comprends pas. Est-ce qu'il voulait forcer la main à McLaren, d'une manière ou d'une autre? C'est quand même étonnant. Son attitude est étrange, quand même, à Ricciardo. Bon, vous en pensez quoi? Ciao. Alors, je sais pas ce qui se passe chez McLaren, mais il y en a un des deux qui ment. C'est soit Seidl qui ment, soit Ricciardo. Ricciardo n'était pas au courant de la signature de Piastri début juillet. Il est un peu étonné par le timing. C'était donc une semaine, le 4 juillet, avant que Ricciardo insiste publiquement sur ses réseaux sociaux qu'ils étaient engagés envers McLaren jusqu'à la fin de l'année prochaine. Pour être honnête, la date du 4 juillet, c'est la première fois que je l'entends, lance Ricciardo stupéfait. Je suis pas au courant des délais et de ceci et de cela, et de ce dont l'équipe discute. Pour être honnête, déjà, avant cette date, pendant des mois, nous discutions déjà, pas de mon avenir, mais de ce que nous pourrions améliorer pour essayer d'avoir un meilleur avenir ensemble. Donc oui, j'étais conscient qu'il y aura des pourparlers en cours. Ce que l'équipe a fait en parlant avec Oscar, ce n'est pas non plus mon affaire, mais si c'est bien le jour où ça a été signé, et bien qu'il en soit ainsi. Ce n'était pas vraiment ma décision, mais c'est étonnant, car on discutait encore beaucoup de ma façon de progresser dans la voiture. Ok, donc en gros, Seidl déclare que Ricciardo savait, mais celui-ci déclare qu'il ne savait pas. Donc qui ment? Il y a un des deux qui ment, c'est Seidl ou Ricciardo d'après vous qui ment? Bizarre toute cette histoire entre les deux là quand même. Allez, ciao. Bon, j'ai l'impression que ça commence à chauffer un petit peu entre Porsche et Red Bull là, c'est de pire en pire. Changement de ton très clair aujourd'hui du côté de Red Bull, concernant une association avec Porsche. Le rachat de 50% de l'équipe semble tomber à l'eau, ou va devoir être sérieusement modifié. Le patron de Red Bull Racing, Horner, a indiqué que Porsche ne serait pas en mesure de racheter l'équipe et devra entrer en F1 en condition de Red Bull si un accord doit être conclu. Porsche veut rejoindre la grille de F1 en 2026 avec la marque sœur du groupe Volkswagen Audi, mais au lieu d'un projet autonome avec sa propre équipe, comme Audi le prévoit, Porsche espérait s'associer à Red Bull. Mais vous avez qu'à faire votre propre équipe avec deux nouvelles voitures, donc ça implique 2 nouveaux pilotes en Formule 1, ça implique 22 voitures au lieu de 20. Moi, c'est ce que je veux. Je veux des Porsche qui partent d'une feuille blanche, une écurie Porsche qui part d'une feuille blanche. Et au pire, ils ont qu'à partager des infos sur le moteur avec Audi, vu que c'est le même groupe, pour les aider un peu. Ça me choquerait pas. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer, finalement, s'ils n'arrivent pas à racheter Red Bull comme ils voulaient. Donc un document divulgué en juillet a révélé que Porsche avait l'intention d'acheter 50% de Red Bull Technology, la société qui développe et fabrique les voitures et les pièces de Red Bull et AlphaTauri. C'était une étape au-delà de l'accord avec Red Bull Powertrains, société créée pour construire les moteurs. Une participation de Porsche était préconisée par le propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, mais Horner, Marco et Newey, les 3 têtes pensantes de l'équipe, veulent s'assurer que l'équipe de Milton Keynes reste au contrôle. Red Bull a toujours été une équipe indépendante,
C'est une de nos forces, explique Horner, ce vendredi lors du Grand Prix des Pays-Bas. Ça a été l'épine dorsale de ce que nous avons accompli et notre capacité à agir rapidement, ça fait partie de l'ADN de qui nous sommes. Nous ne sommes pas une organisation gérée par une entreprise, c'est une de nos forces et la façon dont on fonctionne en tant qu'équipe de course est une condition préalable, absolue, pour l'avenir. Red Bull reste ouverte à un partenariat avec Porsche, mais il faut que Porsche accepte d'être un partenaire moteur uniquement. Bon, à mon avis, ils vont pas accepter. Ça va capoter. Les partenaires potentiels de l'équipe doivent décider s'ils veulent venir ou non d'ici la mi-octobre, mais ça devrait se faire dans la culture que nous avons. Quant à un retour officiel de Honda, là aussi, ça pourrait être qu'en partenariat avec Red Bull Powertrains. Honda s'est retiré de la F1, ils ont respecté l'accord que nous avons avec HRC. Il s'agit de nouveau pour 2026. Mais évidemment, notre train a quitté la gare. Nous nous sommes engagés dans les investissements au sein de Red Bull Powertrain. Nous sommes environ 300 personnes travaillant actuellement sur le moteur 2026. Ils devraient donc s'adapter. Tout accord avec un partenaire de potentiel devra s'y conformer. Avec toute l'équipe, sous un même toit, ça présente des avantages de synergie entre châssis aéro et moteur. Voilà, donc, pour résumer, Red Bull veut faire cavalier seul avec Red Bull Powertrain, ou alors ils sont prêts à accepter le partenariat, mais seulement moteur pour Porsche, mais ils veulent pas que Porsche rachète 50% de Red Bull Technologies. Ça, c'est hors de question. Donc ça va capoter ou pas, selon vous, ce partenariat-là? Moi, je la sens mal, hein, cette association. Ciao. Alors, il y a un clash avec Vettel et De Grassi par rapport à la Formule E. Je ne vais pas aller en Formule E, répond Vettel. Je voudrais pas être impliqué dans un projet par lequel je ne suis pas convaincu, je ne vois pas l'intérêt de cette catégorie. La technologie n'a rien à voir avec celle d'une voiture ordinaire. Bah, c'est quand même des batteries, enfin, je veux dire, il y a des batteries dans les voitures électriques, quoi. Vettel a aussi critiqué les stations de recherche de Formule E, qui, contrairement à celles de l'extrême E, ne sont pas zéro émission. C'est absolument inutile pour l'environnement si les batteries sont chargées avec des énergies fossiles, et pas des énergies renouvelables. Ça, si c'est vrai, il a raison. Une critique qui a froissé Lucas Di Grassi, pilote de Formule E. Le Brésilien qui a créé l'e-scooter, un championnat de trottinette électrique, a donc directement attaqué l'Allemand. Si Vettel ne veut pas venir en Formule E, c'est son choix, mais dire que la technologie des voitures est moins pertinente pour l'avenir de l'automobile, soit il n'a aucune idée de ce dont il parle, soit il essaie de tromper le grand public volontairement. Et d'attaquer Vettel sur ses convictions. Tous ces trucs verts qu'il a fait ces derniers temps, ramasser les ordures, faire du vélo, c'est du greenwashing. Ce n'est pas ce qu'il croit vraiment. Donc, qu'il aime ou non la discipline, il devrait la soutenir, c'est tout. Ok, oh bah, disons, quelle belle ambiance entre les deux. Eh ben, écoutez, dommage qu'il aille pas en Formule E, ça pourrait être marrant. Contre Di Grassi notamment. Allez, ciao ciao. Et Gasly, la carrière en F1 doit passer avant la loyauté au bout d'un moment. Le Français étonné de la décision audacieuse de Piastri. Ouais, alors, je dirais que la loyauté en Formule 1, ça va de pair avec une bonne carrière quand même. Parce que si tu trahis au dernier moment l'équipe qui t'a formé, ça pourrait te revenir dans la gueule quelques mois plus tard. Je dis ça, je dis rien. J'espère pas que ce sera le cas pour Piastri, hein, mais bon, là, c'est un peu limite ce qu'il a fait, je trouve. On va dire qu'il faut bien calculer son coût quand même. Alors, Gasly a refusé de commenter ce lien donc avec Alpine. Évidemment, j'avais un œil dessus parce que je suis toujours un peu ce qui se passe et tout a commencé avec Vettel en annonçant son départ, puis Fernando faisant son annonce. Ensuite, une décision assez audacieuse de la part d'Oscar de refuser un baquet en F1 quand on sait à quel point il est difficile d'y arriver. Surtout quand on est affilié à Alpine. Donc je suis assez surpris de son annonce. Parlant de sa propre expérience sur F1, Gasly a déclaré que vous devriez vous rappeler qui vous a aidé en premier et toujours être reconnaissant pour ça. Lorsqu'on lui a dit qu'il a déjà payé sa loyauté avec Red Bull, Gasly admet qu'au bout d'un moment, la carrière doit passer avant. C'est uniquement axé sur les performances à un moment donné. Lorsque vous êtes en Formule 1, nous n'avons qu'une seule carrière et vous devez en tirer le meilleur parti. La motivation et la satisfaction dépendent du résultat que vous obtenez et du retour à la maison le lundi matin en pensant que vous êtes tiré le meilleur du package que vous aviez. Mais évidemment, on se sent mieux quand on est au sommet du podium. On sacrifie beaucoup, on travaille beaucoup vers un seul objectif, être le meilleur. Et ce facteur de performance sera toujours la priorité sur le côté émotionnel que vous avez. Je suis quelqu'un d'émotif. Je sens que je me connecte avec les gens. C'est une partie très importante pour moi. Mais l'état d'esprit de compétition que vous avez en tant que pilote de F1 est juste à un niveau différent. Donc voilà, est-ce que Gasly va vraiment trahir AlphaTauri? Non, c'est bon, il va pas les trahir. Hein. Il est resté assez longtemps, je pense, clairement. Donc, est-ce qu'il pourrait aller chez Alpine? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ça pourrait être pas mal de Français chez Alpine. Hein. Allez, on verra bien dans quelques semaines. Ciao. Alors, il revient sur ses propos, Norris, quand il a dit pas de compassion pour son équipier. Évidemment, la presse a remué le couteau dans la plaie, ils l'ont un petit peu rappelé à l'ordre. Je ne dirais pas que la course était nécessairement plus mauvaise que les autres à Spa. Je pense que nous avons terminé la première moitié de saison
assez bien Budapest. Bien sûr, ce genre de circuit, de Grand Prix, vous donne de l'espoir et vous gagnez en confiance. Ce qui est une bonne chose. La course de Spa a été rendue pire par la pénalité moteur. Je pense que j'aurais terminé dans les points. Oui, je pense que je suis assez d'accord avec ça. Il partit dernier quand même, le mec, hein, quasiment. Et à l'inverse, Ricciardo peut démarrer dans les points. Il a fini derrière Norris. Comme quoi, il y a encore un problème. Hein. Ce n'est pas comme si les choses étaient terribles. Nous aurions eu un week-end raisonnable selon nos standards. Ce qui a empiré les choses, c'est qu'Alpine a bien travaillé et nous a rendu les choses plus difficiles. Des événements comme Spa sont bons pour nous parce qu'ils nous font prendre conscience de notre situation, de nos difficultés par rapport aux autres équipes. Cette petite prise de conscience est bonne pour nous, parce que nous sommes très loin de ce que nous devons faire. Norris se rappelle pourtant de la piètre performance réalisée par les McLaren l'an dernier à Zandvoort, mais c'était avec un règlement différent. Zandvoort était notre pire circuit l'an dernier, donc je suis pas trop optimiste, mais je vais être plus optimiste que j'étais à Spa. Ouais, alors c'est vrai que McLaren l'année dernière à Zandvoort c'était une catastrophe, donc après c'est pas la même voiture, donc peut-être éventuellement que... Bah, à Budapest, c'était pas trop mal, McLaren, donc peut-être que du coup, Zandvoort sera bien aussi. Parce que c'est un peu le même type de circuit finalement. Sinueux, étroit, bon, on verra bien. Alors, Norris a été interrogé sur les propos de Ricciardo, on y vient donc. Pourquoi une telle sortie Norris a tenu à mettre les points sur les... Je veux être ami avec autant de personnes que possible, et c'est similaire à ce que je fais maintenant avec Daniel. Nous nous entendons très bien. Pour une raison quelconque, les gens pensent le contraire, mais c'est complètement faux. Nous nous amusons beaucoup ensemble. Nous passons beaucoup de temps ensemble, et c'est juste que les choses sont un peu différentes parce qu'il est un peu plus âgé et qu'il aime autre chose. Il n'aime pas jouer au golf. Et on ne le voit pas autant sur les médias sociaux ou autres. Notre amitié et notre respect mutuel sont bons. Je suis sûr que ça continuera à l'avenir. Alors, ouais, il botte un peu en touche là, notre ami Norris. Clairement, pourquoi une telle sortie? Il dit qu'il veut être ami avec autant de personnes que possible. C'est pas une vraie réponse. Donc pour moi, il botte en touche. Mais bon, il fait diversion, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu avec la presse, hein, ma foi. Grosso modo, on peut traduire qu'il s'entend bien avec lui, mais qu'il sera pas ami avec, quoi qu'il arrive après son époque McLaren à Ricciardo. Donc ils resteront pas en contact, je pense, clairement. Donc différence d'âge, différents hobbies entre les deux, donc ça matchera pas. Il est plus pote avec Sainz, avec Russell, avec Verstappen, Albon. Ça, c'est de sa génération. Et Ricciardo, c'est pas du tout sa génération en fait. Il y a trop de différences d'âge. Ça pourrait être son grand frère Ricciardo, mais pas plus que ça en fait. Ça peut pas être son ami, voilà, d'après ce qu'il dit en tout cas. Bon, voilà, pour ça, je vous laisse commenter, ciao. Lewis Hamilton revient sur ses déclarations de 2011, putain, ils sont remontés loin, hein, les mecs, hein, quand même. Hein. Quand il avait dit que Red Bull n'est pas un constructeur, c'est un fabricant de boissons. C'est une entreprise de boissons contre McLaren, l'histoire de Ferrari. Je ne sais pas quel est leur plan. Ah bah le plan, c'est qu'ils sont restés longtemps en F1, hein, jusqu'à présent. Ils sont encore là pour longtemps, hein, d'ailleurs. 11 ans plus tard, Red Bull a dominé 3 saisons de plus avec Vettel, puis a remporté le titre pilote 2021 avec Verstappen. Cette saison, le Néerlandais et l'équipe autrichienne sont en passe de gagner les 2 couronnes, et Hamilton a offert un mea culpa sur sa déclaration de 2011. Tout ce que j'aurais pu dire par le passé sur l'équipe, je ne le pensais pas de manière négative. Je pense qu'il y a des années, j'ai dit quelque chose sur le fait qu'ils étaient une entreprise de boissons et des choses comme ça. C'était vraiment juste pour souligner qu'on aurait eu davantage tendance à parier sur un constructeur automobile plus que sur cette équipe. Mais ils m'ont prouvé que j'avais tort. Et tout le monde, ils ont fait un excellent travail. Je crois qu'il me manque un A là. Ah, tout le monde peut-être. Le septuple champion du monde ne tarit pas d'éloges. C'est une grande équipe, ils ont de très bonnes voitures depuis un certain temps, ils avaient l'habitude d'avoir des hauteurs de caisse vraiment élevées et avaient plus de traînées avant. Je crois qu'ils ont réalisé et expérimenté cette année que leur moteur n'est en fait pas plus lent que les autres, c'est plutôt qu'ils avaient beaucoup plus de traînées les années précédentes. Ils ont fait un travail fantastique. Ils ont un excellent équilibre aérodynamique, ils ont un excellent châssis. Verstappen n'a jamais de problème avec les bosses. Quand vous avez une plateforme stable comme ça, ils avaient une excellente voiture l'année dernière également. Adrien Newey, évidemment, ne conçoit généralement pas de mauvaises voitures. Il a construit des voitures étonnantes au fil des ans. La voiture avec laquelle j'ai remporté mon premier championnat était une évolution de ces voitures. Adrien a fait sa thèse sur les voitures à effet de sol à l'université. Il n'est donc pas surprenant que ce qu'il a créé cette année soit impressionnant. Il est l'un des seuls à dessiner à la main. Sa compréhension a été un avantage pour eux et ils ont fait un excellent travail, mais je crois que les jeunes de notre équipe vont nous aider. Ouais, bah franchement, Adrien Newey, c'est le point fort, moi je pense, de Red Bull. S'il l'avait pas, il serait pas aussi dominateur, clairement. Il craint désormais que Red Bull domine facilement les prochaines années, et pense que seuls Ferrari et Mercedes peuvent empêcher ça de se produire. Selon lui, les autres équipes sont déjà hors course pour viser les titres. Il y a de fortes chances que ça soit déjà produit. Ils sont sur cette voie, il va être très difficile pour les équipes de combler cet écart. Si votre voiture est rapide cette année, elle évolue vers une voiture plus rapide l'année suivante. Donc l'écart qu'ils ont maintenant sera très difficile à combler pour quiconque de la 3e à la dernière place dans ce cycle de conception de voiture. Mais nous avons remporté les 8 derniers titres. Nous avons des ingénieurs incroyables et talentueux. Je ne doute pas qu'ils en soient capables. Il y a des limites avec le budget, le temps de soufflerie et le CFD. Nous devons être très clairs et précis sur la direction que l'on veut prendre.
est très efficace dans notre temps. Et oui, parce que c'est limité à la soufflerie, donc il faut pas tester n'importe quoi, n'importe comment, et il faut pas perdre son temps, c'est surtout ça, quoi. Donc j'espère qu'ils vont prendre la bonne décision pour 2024 Mercedes. Je sais pas vers quel concept ils vont partir, mais j'espère que ça sera le bon, parce que là, une saison de foutu en l'air en 2022, donc il faut pas qu'il y en ait deux, par contre. Hein. Là, par contre, ça va être la merde, sinon. Et Hamilton, il va se décourager, il va quitter la F1. Merci, voilà. Donc pour revenir à ces déclarations de 2011, bref, qui pouvait prévoir qu'ils allaient dominer avec Vettel et puis qu'ils allaient jouer les victoires régulièrement, hein. Personne, hein, honnêtement. Red Bull au début c'était de la merde, hein. Avec David Coulthard et Mark Webber, c'était pas ouf, hein, quand même. C'était sur une base de Jaguar, Jaguar qui était une écurie de midfield. Bon là voilà, hein, qui pouvait prévoir ça, hein, donc on peut pas lui donner tort. Puis d'ailleurs il avait raison quand il disait que c'était un vendeur de canettes, de boissons, quoi. Ce qui est le cas, hein, finalement. Bon là ils vont se lancer dans les constructions d'une hypercar, la RB17. Donc ils vont enfin devenir constructeurs automobiles, Red Bull. Mais c'est pas encore le cas officiellement. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de Red Bull et des déclarations d'Hamilton? Honteux, scandaleux? Faut-il cancel Lewis Hamilton? Allez, ciao. Leclerc l'annonce, je veux gagner chez Max, puis chez nous. Oui, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? D'un côté, hein, c'est logique qu'ils disent ça. Les caractéristiques du circuit ont aidé Red Bull à Spa, mais ça n'explique pas toute la différence qu'il y avait. Nous avons travaillé très dur ces derniers jours. Nous avons quelques idées d'où la performance venait, le différentiel venait. Mais nous n'aurons que la confirmation qu'à Monza, sur un circuit un peu similaire à Spa. Nous avons une idée de ce qui s'est passé à Spa, mais ici aux Pays-Bas, ce sera totalement différent quoi qu'il arrive. Charles Leclerc peut-il gâcher la fête à domicile pour Max? Oui, en Hollande, ce sera différent de la Belgique. Nous voulons gagner chez Max, puis chez nous. Nous nous affrontons course par course. Nous sommes chez Max, dans sa maison. Dans sa maison, carrément. Ils vont faire la course dans la maison de Max, quoi. Incroyable. Il y aura beaucoup d'orange dans les tribunes. La semaine suivante, j'espère qu'il y aura beaucoup de rouge dans les tribunes. Mais dans tous les cas, je regarderai la piste, pas les tribunes. Oui, vaut mieux, effectivement. Si je signe pour une victoire chacun entre Max et moi pour Zandvoort et Monza, je signerai pour 2 victoires de notre côté, en espérant bien finir à l'année et reprendre quelques points à Max. Ensuite, quel que soit le résultat, je pousserai jusqu'au bout. Nous devons commencer ici pour récupérer des points. Commencer par une victoire, ça serait bien. Non mais ça fait 5 courses qu'il fallait commencer à récupérer des points, les gars. C'est pas maintenant qu'il faut commencer, c'est trop tard là. Je sais pas combien de points il y a entre lui et moi, j'ai arrêté de compter, mais c'est beaucoup. Nous allons prendre les choses course par course, voir ce qui est possible, et s'il y a une bonne surprise à la fin de l'année, tant mieux. Mais évidemment, en regardant les choses telles qu'elles sont maintenant, de manière réaliste, il est extrêmement difficile de faire en sorte que ça marche. Il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles se battre, pour le championnat des constructeurs, pour la deuxième place du championnat. Je vais pousser jusqu'au bout, c'est important pour 2023, mais surtout pour cette année, de revenir près de Red Bull et de gagner. Commençons par vouloir gagner ici, chez Max puis Monza. Nous devons terminer cette saison de la meilleure façon possible en pensant aux courses par course. Charles Leclerc doit-il viser désormais la deuxième place de Perez au classement plutôt que la première de Max Verstappen? Oui, ça paraît plus réaliste du coup. Allez, on verra ce que ça donne pour Ferrari ce week-end. Ciao. Alors, un article de Motorsport pour nous rappeler ce qui se passe dans les transferts. Bah oui, c'est un peu le bordel. Hein. Là, le départ de Vettel a déclenché un énorme chaos au sein de la F1. Donc, Verstappen chez Red Bull jusqu'à 2028. Fin 2028. Perez jusqu'à fin 2024 également. Chez Ferrari, pareil, les 2 pilotes jusqu'à fin 2024, Leclerc et Sainz. Lewis, il a signé jusqu'à fin 2023. Russell, on ne sait pas. A priori, Russell, c'est du long terme. Hein. Ocon a signé jusqu'à fin 2024 aussi. Il y a beaucoup de pilotes qui sont sous contrat jusqu'à fin 2024. Ça va être intéressant de voir à la fin de saison 2024 ce que ça va donner. Donc, le deuxième baquet chez Alpine, ça va se jouer entre Gasly, Ricciardo, Mick Schumacher, surtout les 3 là. Ils ont rajouté Hülkenberg et Giovinazzi, mais bon, là je vois pas pourquoi Giovinazzi serait chez Alpine. Hein. Faut arrêter de déconner aussi. Norris a signé jusqu'à fin 2025. Piastri, alors si, ils peuvent dire que c'est fin 2024. Jusqu'à fin 2024 Piastri, hein, du coup. Bottas, on sait pas. Alors le deuxième baquet chez Alfa Romeo, pareil. Bon, a priori, Zhou tient la corde pour rempiler. Pour Cher est une option aussi, mais bon, j'y crois pas trop. Pour Cher, perso, ça sent le sapin. Hein. À mon avis, il va pas du tout avoir la carrière qu'on lui souhaitait. Mais bon, j'espère me tromper sur son cas. Donc chez As, pareil, c'est un peu le chaos. Giovinazzi tient la corde. Mick Schumacher également. Il y aurait Hülkenberg ou Ricciardo éventuellement, mais bon. Je pense que ça va plutôt se jouer entre Giovi et Mick Schumacher. Chez AlphaTauri, Pierre Gasly jusqu'à fin 2023. Alors à moins qu'il parte chez Alpine, du coup. Le deuxième baquet va se jouer entre Tsunoda et Colton Herta. Bon, a priori, je pense quand même que Tsunoda devrait re-signer. Mais bon, sait-on jamais. Alonso a signé chez Aston Martin jusqu'à fin 2024, a priori. D'après ce qu'on sait, Stroll, bon lui, il est à vie chez Aston Martin, je pense. Alexander Albon, chez Williams, il est confirmé.
Quant au deuxième baquet, ça va jouer entre Latifi, Sargent, De Vries ou Giovinazzi. Pareil, Giovinazzi, qu'est-ce qu'il irait foutre chez Williams? Je sais pas pourquoi ils l'ont mis, honnêtement. Vous pouvez rajouter éventuellement Ricciardo, peut-être, chez Williams, si vraiment il trouve pas refuge chez Alpine. Bon ben voilà, en tout cas, ça va être intéressant de voir déjà qui va aller chez Alpine, parce que c'est ça qui va conditionner le reste, hein, finalement. Qui va conditionner Haas, qui va conditionner Alfa Romeo et Williams. Donc Alpine, c'est vraiment la décision qu'on attend de pied ferme. Au final, s'ils prennent Ricciardo, bon, ça devrait pas changer grand-chose. Par contre, s'ils prennent Gasly, ça va être encore le bordel, hein, chez AlphaTauri notamment. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont décider. Et vous? Que pensez-vous qu'ils vont décider? Ciao. Et Verstappen n'a aucun ancien pilote de F1 comme idole. J'ai toujours essayé d'être moi-même. Ah ouais, c'est étonnant ça. On sait que en général, les pilotes actuels, ils aiment bien les anciens pilotes. Par exemple, Hamilton, il aime Senna. Leclerc, Senna aussi, je crois. Mais Verstappen, c'est pas le cas, visiblement. Marco n'hésite pas à avoir en lui beaucoup de traits d'Ayrton Senna. C'est sympa de la part d'Helmut. J'ai respecté de nombreux athlètes en raison de leur réalisation. Mais me comparer à un ancien pilote, c'est pas dans ma façon de penser. Je n'ai jamais eu d'idole. Oh, t'es pas drôle, hein, Verstappen, quand même. Hein. Vous ne pouvez que perdre, car vous ne pouvez être qu'aussi bon que possible, mais jamais meilleur. C'est pourquoi j'ai toujours essayé d'être moi-même et concentré sur moi-même. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait au moins certains objectifs en vue des grands pilotes de la F1, comme les 7 titres mondiaux de Schumacher ou d'Hamilton, Verstappen a répondu non. Je veux gagner autant de titres que possible, mais je ne pense pas à combien ça peut être. En F1, vous êtes tellement dépendant de votre équipe et de la monoplace, même si vous êtes un très bon pilote. Vous ne pourriez avoir aucun titre comme 15, selon là où vous êtes à tel ou tel moment. Ouais, alors 15 titres, on va peut-être se calmer un peu là. Le jour où il y a un mec qui aura 15 titres, là, ce serait incroyable. C'est impossible en vrai. C'est juste pas possible, quoi. Bref, pour résumer, Max, il a pas d'idole. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? À quel ancien pilote pourriez-vous comparer Max? Dites-moi en commentaire, ciao.